Donc, bonjour à tout le monde et désolé pour le retard. J'ai voulu donner la possibilité à ceux qui ont évoqué le problème de décalage horaire par rapport à leur pays de pouvoir nous rejoindre. Parce qu'on a près de 100 personnes qui se sont enregistrées pour ce webinaire. Mais ils vont nous prendre en chemin. Parce qu'on a dépassé déjà la barre des 20 minutes de retard. Alors, le webinaire d'aujourd'hui porte sur le programme d'assurance et d'amélioration qualité. Le webinaire est organisé par Audit Connect, qui est le réseau africain des professionnels de l'audit, risque et contrôle. C'est un réseau qu'on retrouve sur Telegram, sur WhatsApp et même sur LinkedIn. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore membres du réseau, vous avez la possibilité de rejoindre. C'est gratuit. La seule condition, c'est d'être un professionnel de ces métiers-là, d'avoir le profil qui est exigé pour faire partie du réseau. Donc, c'est un réseau que j'ai mis en place il y a de cela à peu près 5 ans, dans le but non seulement de fédérer, de rassembler des professionnels de l'audit, risque et contrôle en Afrique dans une plateforme commune pour faciliter le partage, la formation continue, le développement professionnel et surtout l'échange d'expériences, d'outils, de techniques. Et on a commencé sur WhatsApp. Rapidement, le groupe WhatsApp étant saturé, depuis 2021, nous avons créé le groupe Telegram qui offre plus de possibilités. Et on approche progressivement 500 personnes sur Telegram. Et l'ambition, c'est que d'ici la fin d'année, qu'on soit 1000 et pourquoi pas 10 000 dès l'année prochaine. Il y a beaucoup d'événements qui se préparent pour donner la possibilité non seulement aux jeunes auditeurs de devenir rapidement opérationnels dans le domaine de l'audit, mais également aux auditeurs confirmés et même aux managers, n'est-ce pas, d'apporter davantage de valeur ajoutée dans leurs organisations, en sachant précisément ce qu'il faut faire, comment est-ce que les bonnes pratiques recommandent de le faire, etc., etc. Donc, il y a quand même un projet qui implique, n'est-ce pas, non seulement les jeunes professionnels n'ayant pas beaucoup d'expérience, mais aussi et surtout donc les managers ou les auditeurs seniors. Il y a également des aspects de ce programme qui portent sur l'audit externe. Comment le département d'audit interne pourrait, n'est-ce pas, accompagner les auditeurs externes à être plus efficaces. Donc, il y a pas mal de thématiques qui sont en train d'être mises en œuvre pour le deuxième semestre. Donc, après ce webinaire, il y a un prochain la semaine prochaine qui va porter sur l'automatisation des processus de gouvernance, de risque et de contrôle à travers un logiciel de GRC. C'est une thématique également qui est très intéressante pour les auditeurs internes et même les autres acteurs de la gouvernance au sein de l'entreprise. Parce que quand on automatise naturellement, ça facilite la tâche à tout le monde et surtout aux auditeurs internes qui sont censés orienter davantage leurs travaux vers les risques tels que nous ne cessons de le clamer. Donc, nous allons en quelques slides présenter d'abord de manière relativement théorique le programme d'assurance qualité, les exigences normatives de ce programme et ensuite donc essayer de prendre des cas ou bien des éléments de checklist que le département de l'audit doit mettre en place, n'est-ce pas, pour se préparer
à faire face à un audit externe qui pourrait venir. Mais avant d'y arriver, je me présente en quelques mots. L'intervenant de ce jour, c'est moi-même, Eric Kamenier-Fom, qui est le fondateur de Audit Connect. Je suis certifié CIA. Le CIA, c'est la certification en audit interne. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent très bien le CIA. Je suis CIA également, Certified Specialist in Internal Audit. Donc, c'est un peu une certification qui se rapproche du CIA, mais qui est davantage focalisée sur la maîtrise des bonnes pratiques. J'ai également le CRBA, Certification in Risk-Based Internal Audit, Certified Risk-Based Internal Auditor. L'audit interne basé sur les risques. C'est des programmes que je vous recommande fortement d'adopter ou de faire si vous souhaitez véritablement orienter vos travaux d'audit vers les risques. Il y a également le CRMA, Certification in Risk Management Assurance, qui est une certification qui vient après le CIA. Donc, il faut être certifié CIA pour faire le CRMA. J'ai également fait le CGAP, qui est l'audit des services publics, offert par l'IIA, l'Institut des auditeurs internes, qui offre également le CIA, le CRMA. J'ai passé il y a quelque temps le CICS, certification des spécialistes du contrôle interne, avec l'Institut du contrôle interne que nous représentons pour l'Afrique francophone. J'ai également fait le CRCP, qui porte sur les risques et les contrôles, Certified Risk and Control Professional. Le GRCP, c'est professionnel du GRC, gouvernance, risque et contrôle, et le GRCA, auditeur de la gouvernance, du risque et du contrôle. Et très récemment, le IAQAP. IAQAP, c'est Internal Audit Quality Assurance Professional. C'est ce qui nous intéresse même davantage par rapport aux thématiques de ce webinaire. Maîtriser les processus de mise en place d'un programme d'assurance qualité efficace. Donc, il y a un programme qui existe et que je vais également vous recommander de faire pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on va se dire aujourd'hui. Parce que bien évidemment, en 1 heure ou 2 heures, on ne peut pas évoquer tous les aspects de ce programme qui garantit même la qualité, n'est-ce pas, des activités d'audit interne au sein de l'entreprise. Donc, je suis consultant senior en audit, gouvernance, risque et contrôle, avec presque 20 ans de pratique. Directeur de mission chez Global Elite Conseil, qui est un cabinet que j'ai contribué à fonder. Global Elite Conseil, qui procède à l'évaluation externe des départements d'audit interne, entre autres. Je suis directeur général de IPE, Institute of Professional Excellence. C'est d'ailleurs IPE qui, depuis 2013, accompagne les auditeurs à l'échelle du continent, surtout en Afrique francophone, dans la préparation des certifications en audit interne, notamment le CIA, le CRMA et beaucoup d'autres que vous aurez la chance de découvrir si vous souhaitez aller beaucoup plus loin. Je suis président de l'Institut du contrôle interne du Cameroun. D'ailleurs, IPE a eu la confiance de beaucoup d'organisations de certification à l'échelle mondiale, parmi lesquelles l'Institut du contrôle interne, qui est basé aux États-Unis, PECB, qui offre des certifications ISO, l'Institut des auditeurs internes, qui est basé aux États-Unis et qui délivre le CIA dont je parlais tantôt. Donc, avec ces organisations internationales, nous préparons les candidats à l'échelle locale et même, on va dire, régionale, pour parler de l'Afrique francophone, à réussir ces programmes de certification. Je suis également vice-président du conseil d'administration de SIACA. SIACA, c'est le Cameroon Internal Auditors
and Controllers Association. SIACA qui vient d'animer notamment un atelier très intéressant la semaine dernière sur l'audit des ressources humaines. Donc, vous pourrez aller sur le site de SIACA en cas de besoin d'adhésion. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mes contacts sont là. C'est des numéros de préférence WhatsApp, hein, si vous souhaitez me contacter. Vous avez les numéros qui sont là et vous avez mon adresse email qui est également à l'écran à l'heure où je parle. Donc, pour ne pas absorber trop de bandes passantes, j'ai arrêté la webcam, mais sinon, vous avez une image de moi qui est dans ce slide. J'espère que tout le monde voit très bien le slide. Est-ce que tout le monde a le slide, s'il vous plaît? Merci de confirmer. Arthur? C'est bon, vous voyez le slide? D'accord, super. Donc, c'est tout hein, pour ce qui est de ma présentation. C'est vrai que je suis passionné par les certifications internationales et les certifs qui sont présentés là sont, on va dire, un échantillon de tous les certifs que j'ai eu le plaisir de réussir jusqu'ici. Donc là, c'est les certifs qui concernent précisément l'audit, la gouvernance, le risque et le contrôle. Mais sinon, j'ai quand même passé pas mal de certifs et je vous invite, n'est-ce pas, à suivre ce chemin-là qui vous ouvre grandement les portes à des opportunités immenses. L'intérêt des certifs n'est plus à démontrer aujourd'hui, surtout pour les auditeurs internes et les contrôleurs internes. Donc, comment est-ce que ça va se dérouler notre présentation? Dans un premier temps, je vais présenter les normes, pas de manière littérale, vous indiquer les exigences normatives qui encadrent ce programme d'assurance qualité. Ensuite, nous allons entrer dans les composants du programme, notamment les évaluations internes, les évaluations externes. Nous allons dire également un mot sur les exigences en matière de reporting, les différents rapports qui doivent être produits par rapport à ce programme. Ensuite, nous allons expliquer comment est-ce que votre département pourrait se préparer, n'est-ce pas, à une évaluation externe. Mais avant cela, on va voir quelques checklists, c'est-à-dire les listes de contrôle qui vont certainement vous servir de guide, n'est-ce pas, pour savoir précisément qu'est-ce qu'il y a lieu de vérifier, qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place, n'est-ce pas, pour que votre département puisse passer la revue d'assurance qualité externe à venir. Et même donner davantage de confort et d'assurance aux parties prenantes qui, on va le dire, dépendent de la crédibilité et de la fiabilité des travaux d'audit, n'est-ce pas, pour prendre des décisions importantes. Donc, le programme d'assurance qualité n'est pas, n'est-ce pas, une invention, que ce soit de moi-même ou de Audit Connect ou bien de IPE. C'est une exigence normative qui fait partie du cadre de référence internationale pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Ça veut dire que c'est les normes qui imposent aux directeurs ou responsables de l'audit interne de mettre en place ce type de programme. Et la norme qui porte sur cela, c'est la norme 1300, qui est justement intitulée Programme d'assurance et d'amélioration qualité. Donc, je n'ai pas voulu reprendre la norme ici, mais sinon, l'esprit de la norme, c'est que le responsable de l'audit doit mettre en place un programme d'assurance qualité portant sur tous les aspects de l'audit interne. L'assurance, pourquoi? Parce qu'il s'agit de rassurer les parties prenantes que les activités d'audit sont crédibles, sont fiables et qu'ils peuvent davantage se fier, n'est-ce pas, à l'audit interne. Il y a la norme de qualification 1310 qui précise les exigences du programme, les différents aspects du programme, interne et externe.
La 1311 porte précisément sur l'aspect des évaluations internes et la 1322 parle des déclarations de conformité. Mais avant cela, la 1312 va porter sur l'autre aspect du programme que sont les évaluations externes. Et on a la 1320 qui porte donc sur le rapport, la communication ou les communications à faire concernant ce programme d'assurance qualité. On a la 1321 qui va donc évoquer la mention que le département pourrait utiliser au cas où les résultats du programme d'assurance qualité démontrent que le département respecte toutes les exigences qu'on est en train de présenter. On a également des guides de mise en œuvre, des guides pratiques et même des modalités pratiques d'application qui explicitent davantage le contenu de ce programme et les tenants et les aboutissants de ce programme. Donc, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger même sur Internet le cadre de référence ou bien les normes d'audit, le cadre de référence en matière d'audit interne. Et toutes ces normes-là se retrouvent là-dedans. J'imagine que si vous êtes auditeur interne, s'il y a une chose que vous maîtrisez, c'est bien les normes d'audit. Donc, tous ces éléments-là ne devraient pas être étrangers à votre perception. Donc, l'objectif du programme d'assurance qualité, comme je l'ai dit, c'est vraiment de rassurer les différentes parties prenantes de l'audit interne. Il faut dire que l'audit interne passe la majeure partie de son temps à évaluer les différentes fonctions, les différents processus de l'organisation. Mais on pourrait se demander dans quelle mesure est-ce que l'audit interne se connaît lui-même. Dans quelle mesure? Vous vous souvenez de la fameuse phrase d'Aristote qui dit « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse ». Donc, au même titre que les autres fonctions d'entreprise qui font leur autocritique, qui font leur auto-évaluation avant même de recevoir une évaluation venant d'une fonction externe, comme l'audit interne, oui. Le département d'audit interne doit être soumis, n'est-ce pas, au même principe. Et ce principe-là s'applique à travers ce processus d'examen qu'on appelle le programme d'assurance et d'amélioration qualité. Donc, il s'agit de faire son autocritique et même de subir un autocritique qui vient, n'est-ce pas, d'une partie externe. Et c'est le même principe, hein, comme je viens de le dire, pour les entités opérationnelles que nous auditons. Au quotidien, eux-mêmes, ils font leur autocritique ou sont censés le faire. C'est pour ça qu'on parle de première ligne de défense. Ils sont censés eux-mêmes, n'est-ce pas, identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas chez eux et envisager des solutions. Et maintenant, il y a des organes de contrôle comme l'audit interne, la conformité, la gestion des risques, le contrôle interne, contrôle de gestion, etc., qui sont censés par la suite venir les aider à faire leur évaluation. Précisément l'audit interne. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment de se rassurer soi-même et rassurer les autres parties prenantes que l'activité d'audit interne respecte, n'est-ce pas, le cahier de charges qui est le sien et respecte les bonnes pratiques en matière d'audit, respecte les normes d'audit. Donc, la définition de l'audit, le code de déontologie et les normes. Est-ce que les auditeurs internes se comportent conformément aux principes qu'on voit dans le code éthique de l'audit interne? Est-ce que les normes qui encadrent, n'est-ce pas, le métier d'audit ou sont respectées, n'est-ce pas, par le département de l'audit interne? Okay? Donc, il faut évaluer ou déterminer quel est le niveau ou le degré de conformité
du département par rapport à ces éléments-là. Également, évaluer l'efficacité de l'activité d'audit interne. Certainement par rapport au cahier de charges, on va parler tout à l'heure des documents de gouvernance de cette fonction-là. À quel niveau est-ce que l'audit interne remplit, n'est-ce pas, ses cahiers de charges? Évaluer la conformité aux dispositions obligatoires et donner une opinion. On va le voir que voilà, toutes les normes d'audit sont passées au crible pour déterminer quel est le niveau de conformité des activités par rapport à ces normes-là. Et naturellement, s'il y a des failles, des faiblesses, s'il y a des lacunes, il est question donc de proposer des améliorations. Cela veut dire que, en tant que responsable de l'audit interne, c'est vraiment une aubaine, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier de la mise en place, n'est-ce pas, d'un programme d'assurance qualité. Parce que ça vous permet d'identifier vous-même, n'est-ce pas, les problèmes que vous avez, d'identifier les faiblesses que vous avez et de pouvoir faire des recommandations au même titre qu'on le fait pour les directions opérationnelles. Donc, le programme a deux aspects. Le programme a deux aspects, les évaluations internes et ensuite les évaluations externes. Déjà, quand on parle de programme, les auditeurs ou les responsables de l'audit ont du mal à percevoir. Il s'agit d'abord de formaliser dans la charte que un programme sera mis en place pour se rassurer que l'audit interne est inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Okay? Et vous ne pourrez le faire que si vous avez mis en place des mécanismes qui vous permettent d'identifier, n'est-ce pas, les faiblesses que vous avez et de pouvoir mettre en place des plans pour les corriger. Je dis bien au même titre qu'on le fait avec les opérationnels. Donc, il s'agit d'un mécanisme que vous allez mettre en place en deux phases pour rassurer les parties prenantes, notamment la direction, le conseil d'administration et même les entités opérationnelles. Et pourquoi pas dans certains secteurs d'activité, comme le secteur financier, les régulateurs, que, n'est-ce pas, le département ou la direction de l'audit interne fonctionne bien selon les standards les plus élevés. Et la première étape du programme, c'est les évaluations internes. Et comme le nom l'indique, interne au département d'audit interne. Ça veut dire que la direction de l'audit interne doit elle-même déterminer quels sont les mécanismes qu'il va utiliser ou qu'elle va utiliser pour identifier ses faiblesses au quotidien et y remédier. C'est de ça dont il s'agit quand on parle des évaluations internes. Et parfois, nous le faisons, mais sans véritablement le savoir. Ou nous le faisons sans que cela ne fasse partie d'un programme. OK? D'ailleurs, toutes les missions d'audit sont supervisées. Quand vous envoyez les équipes sur le terrain, vous avez généralement un chef d'équipe ou un superviseur qui devrait avoir pour cahier de charge l'assurance qualité, entre autres choses. Okay? L'assurance qualité, c'est-à-dire s'assurer que cette mission d'audit est conduite selon les standards les plus élevés en matière de normes, de la planification à l'exécution jusqu'à la fin de la mission d'audit. Donc, il y a une surveillance continue de la performance de l'activité d'audit interne. Quand on dit surveillance continue, ça veut dire comment est-ce que le département de l'audit est d'abord organisé, structuré, qui fait partie du département de l'audit, est-ce que les profils sont bons et pour être auditeur. Maintenant, comment est-ce que le département est géré du point de vue stratégique? Est-ce qu'il y a les manuels qu'il faut? Et comment est-ce que les missions d'audit sont conduites de bout en bout? Qu'est-ce qui est fait avant de déclencher la mission?
Qu'est-ce qui est fait pendant la phase de planification de la mission? Qu'est-ce qui est fait pendant la phase d'exécution de la mission? Et qu'est-ce qui est fait dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations? Et pourquoi pas qu'est-ce qui est fait en termes de reporting par rapport aux activités d'audit interne? Donc, tout le processus d'audit doit être contrôlé pour se rassurer que les normes d'audit sont respectées à chaque phase. C'est pour ça qu'on parle de surveillance continue. On va parler tout à l'heure des indicateurs de performance qui doivent être mis en place au sein du département de l'audit interne. Parce que c'est ces indicateurs-là qui vous permettront d'évaluer aisément la performance de l'audit interne. Donc, il y a deux mécanismes dans le cadre des évaluations internes. Il y a cette surveillance continue dont je viens de parler et il y a des évaluations périodiques qui sont effectuées par auto-évaluation ou par d'autres personnes. Ça veut dire simplement que, au-delà d'un contrôle quotidien et continu de l'activité d'audit interne, des processus mis en œuvre pour conduire les activités d'audit interne, on peut déterminer une périodicité pour faire des évaluations périodiques. On peut décider, par exemple, que tous les 3 mois, on va faire une évaluation périodique. Ça veut dire qu'on va prendre 2-3 jours, on va faire un halt, un arrêt sur image et faire un état des lieux, si vous voulez. C'est une sorte d'état des lieux de la fonction d'audit interne. On va faire notre auto-évaluation. Ça veut dire qu'on va prendre les travaux qu'on a réalisés pendant les 3 derniers mois et on va essayer de les passer au crible pour voir dans quelle mesure est-ce que les normes d'audit ont été respectées, par exemple. Okay? Ou bien prendre un échantillon si l'activité d'audit a été vraiment intense. Donc, on peut décider que c'est trimestriel, on peut décider que c'est semestriel, ou on peut décider même que voilà, c'est une fois par an. Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, les normes demandent que ça ne soit pas plus d'1 an. Donc, les évaluations internes doivent être faites au quotidien et l'évaluation périodique au moins une fois par an. Et on indique bien que ça peut être par auto-évaluation. Vous-même, vous pouvez procéder à votre évaluation périodique ou bien vous pouvez solliciter quelqu'un d'autre pour plus d'objectivité et même d'indépendance. Vous pouvez solliciter quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise qui maîtrise les bonnes pratiques de l'audit interne. Donc, comme je le dis souvent, ça peut être quelqu'un qui était directeur de l'audit et qui a été affecté dans une fonction opérationnelle, par exemple. Ou bien quelqu'un qui était directeur de l'audit et qui est aujourd'hui DG dans une autre filiale. C'est possible. Parce que le gars maîtrise les processus d'audit interne. Ou tout simplement, quelqu'un qui est certifié CIA et qui a fait une carrière en audit, mais qui aujourd'hui a été affecté dans une entité opérationnelle. Nous pouvons le solliciter dans le cadre de nos évaluations périodiques. Je dis bien, c'est par souci de plus d'objectivité. Parce que pour éviter d'être jugé parti à un moment donné, on peut, n'est-ce pas, solliciter quelqu'un d'autre pour venir le faire. Mais on dit bien quelqu'un au sein de l'entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas un cabinet externe qui intervient en ce moment-là. Et même si vous faisiez venir un cabinet externe, cela ne va certainement pas remplacer l'exigence d'une évaluation externe par un cabinet indépendant qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il y a une supervision continue, des tests réguliers sur les performances à travers les KPI. Il y a une évaluation des analyses continues de la performance de l'audit interne. En fait, le superviseur de la mission doit avoir un cahier de charges qui tourne autour de l'assurance qualité. J'ai vu des départements de l'audit qui ont tout un service chargé, n'est-ce pas, de l'assurance qualité. Et là, c'est vraiment l'idéal vers lequel il faut tendre. Ça veut dire qu'il y a des collaborateurs en fonction de la taille de l'entreprise et la taille même du département de l'audit.
on peut avoir des collaborateurs qui ont pour rôle principal, n'est-ce pas, de s'assurer que les missions d'audit sont conduites conformément aux standards les plus élevés et de s'assurer que ces missions sont performantes et à forte valeur ajoutée. Donc, il y a ces évaluations, ces tests qu'ils font sur les audits que nous menons et au terme duquel ils formulent une opinion. Et l'objectif, c'est que de manière périodique, qu'on puisse déterminer quel est notre niveau de conformité. À quel niveau est-ce que l'audit interne peut être considéré comme conforme? Le degré de conformité par rapport aux différentes normes. Dans le programme de certification de l'assurance qualité dont je vous ai parlé, du programme d'assurance qualité, on va plus loin jusqu'à vous présenter un exemple de rapport d'évaluation externe. Okay? Après avoir pris chaque aspect que l'évaluateur externe examine et de passer au crible pour déterminer quels sont les éléments que vous devez mettre en place et que cet évaluateur va venir regarder. Et on détermine également quels sont les éléments qu'il regarde dedans, dans ces différents documents-là. On détermine quels sont les tests qu'il met en œuvre, les procédures, les techniques qu'il met en œuvre pour collecter les informations. Par exemple, les questionnaires, les entretiens qui sont menés, les analyses documentaires qui sont faites par rapport aux documents de gouvernance de l'audit interne. Donc, on valide de manière périodique le niveau de conformité. On évalue l'adéquation de la charte, on va le voir tout à l'heure, les objectifs, les politiques et les procédures de l'audit interne. Et vous comprenez que ces éléments-là doivent être mis en œuvre, doivent être élaborés, conçus et mis en place au sein du département de l'audit interne. La contribution au processus de gouvernance, risque et contrôle. En fait, la valeur ajoutée que les missions d'audit menées produisent. La valeur ajoutée produite par l'audit interne au sein de l'entreprise. En fait, l'auto-évaluation que vous faites, ou bien les évaluations internes qui sont mises en œuvre, visent de manière continue et de manière périodique à déterminer quelle est la valeur ajoutée que les missions d'audit qui ont été menées ont produit, a produit. Quelle est la valeur ajoutée? Okay. Et la valeur ajoutée s'apprécie donc, comme on le sait, en matière de risques. Quels sont les risques que nous avons aidé l'entreprise à davantage maîtriser? Quels sont les contrôles internes que nous avons aidé l'entreprise à davantage renforcer, à rendre plus efficace? Quels sont les aspects de la gouvernance sur lesquels nous avons pu apporter des améliorations ou contribuer à apporter des améliorations? Okay? Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'efficacité des actions d'amélioration continue, d'adoption des meilleures pratiques, aussi bien pour les entités que nous auditons que pour nous-mêmes en interne. Okay? Comment est-ce que nous procédons pour que le département s'améliore en continu? Et j'ai parlé tout à l'heure du service, d'un service dédié, n'est-ce pas, à l'assurance qualité qui peut être mis en place, n'est-ce pas, et qui aura ce cahier de charge-là. Et grosso modo, ou bien en général, si vous préférez, l'objectif du programme, c'est de voir la valeur ajoutée que l'activité d'audit interne crée. Je veux dire l'objectif global. Parce qu'au bout, le respect des normes, le respect de la déontologie, etc., c'est pour faire quoi? C'est pour créer de la valeur au sein de l'entreprise. Donc, au terme de vos évaluations internes, vous devez être capable de démontrer la valeur ajoutée que l'audit a créée pendant cette période-là. Premier trimestre, deuxième trimestre, etc., etc. L'autre aspect du programme, c'est les évaluations externes. Les évaluations externes, c'est pour dire qu'un cabinet externe qui est complètement indépendant de l'entreprise et même du département de l'audit interne doit auditer, entre guillemets, le département d'audit interne, la fonction d'audit interne. Et il y a une norme qui traite de cela. Déjà, les évaluations internes, il faut savoir que
il y a une obligation de mettre en place des mécanismes d'évaluation interne et de rendre compte à la direction et au conseil ou au comité d'audit au moins une fois par an des résultats des évaluations internes. Au moins une fois par an. Généralement, c'est dans le rapport d'activité annuel qu'on prévoit un aspect qui tourne autour de l'assurance qualité. N'oubliez pas que ces organes ont besoin d'avoir continuellement confiance en l'audit interne. Et le fait de prévoir cela dans le rapport, et pourquoi pas de faire même des présentations avec des slides pour expliquer quels sont les mécanismes d'autocritique mis en œuvre, quels sont les résultats que cela a produit, quelles sont les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, quelles sont les actions que nous avons dû entreprendre pour corriger ces lacunes, quelles sont les lacunes qui dépendent de l'audit interne et quelles sont les lacunes, n'est-ce pas, qui ne sont pas du ressort et qui nécessitent l'implication de la direction et du conseil pour les corriger. Maintenant, l'évaluation externe, c'est qu'au moins une fois tous les 5 ans, tel que les normes l'exigent, un cabinet externe indépendant doit auditer, évaluer, n'est-ce pas, la fonction d'audit interne. C'est une exigence normative. Chez nous, en Afrique, on va dire qu'on est encore en chemin parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de fonctions d'audit interne ne cernent pas encore véritablement l'intérêt de cette évaluation externe. Comprenez que le métier que nous pratiquons est régi par des normes et encadré. Et non seulement c'est une conformité, c'est la recherche de la conformité que nous voulons à ces normes-là, mais aussi et surtout, l'intérêt de l'évaluation externe, c'est d'abord pour notre performance en interne, pour la performance du département d'audit interne. Okay? Donc, il faut éviter de percevoir cela comme, voilà, comme les audités perçoivent souvent l'audit interne lorsqu'il vient, avec cette perception négative-là. Donc, l'évaluation externe, c'est un cabinet externe qui doit venir au moins une fois tous les 5 ans auditer le département d'audit interne. La fréquence est déterminée après avoir discuté avec la direction et le conseil. Ça veut dire que le directeur de l'audit échange avec le conseil, le comité d'audit, pour déterminer quelle est la fréquence des évaluations externes qui leur convient le mieux. Parce que la norme dit au moins une fois tous les 5 ans. Ça veut dire qu'on peut décider que ce sera tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, ou pourquoi pas tous les ans même, en fonction d'un certain nombre de facteurs et même des priorités de la direction et du conseil. Les critères de sélection de ce cabinet sont convenus avec la direction et le conseil. Mais ce que l'IA demande, c'est que ce soit un cabinet qui maîtrise, n'est-ce pas, le processus d'évaluation interne. C'est-à-dire, vous avez des auditeurs qui sont, par exemple, certifiés CIA. Ça veut dire qu'ils maîtrisent comment l'audit interne doit fonctionner. Ils maîtrisent les bonnes pratiques en matière d'audit interne. Ils maîtrisent les référentiels en matière d'audit interne. Et pourquoi pas, ils ont d'abord été auditeurs internes eux-mêmes. Donc, un cabinet qui maîtrise le processus d'évaluation interne et qui maîtrise également le processus d'évaluation externe. Naturellement, en tant que cabinet, vous comprenez que le processus d'évaluation externe est assimilé. Donc, il est recommandé de solliciter les CIA. D'ailleurs, l'IA le fait pour les organisations mondiales, surtout les... J'ai lu un rapport du programme d'assurance qualité de l'IA auprès de l'UNICEF, par exemple. Il y a des grandes organisations qui sollicitent l'IA pour la revue externe de leur département d'audit interne. Et vous voyez, toute l'équipe est constituée à 80% des certifiés CIA. Il dit quasiment toute l'équipe. Mais quoi qu'il en soit, c'est le directeur de l'audit
avec le comité d'audit et pourquoi pas le DG qui s'accorde sur les critères de sélection de ce prestataire externe et ses qualifications. J'ai dit le CIA doit être au centre. Okay? Le CIA et le certificat d'assurance qualité là peut être également un bon élément qui prouve qu'ils savent véritablement de quoi il s'agit. Parce que le CIA aborde le programme d'assurance qualité, on va dire de manière théorique et de manière normative, mais sans entrer dans les détails. Alors qu'avec ce certificat, vous allez voir de manière pratique comment est-ce que ce programme est déployé et comment est-ce que chaque phase du programme doit être menée, n'est-ce pas, pour qu'au bout, on puisse formuler une opinion qui aide le département de l'audit à s'améliorer. Donc, c'est pour ça que ce programme est fortement recommandé par moi-même. Donc, les qualifications du prestataire, l'indépendance du prestataire, parce qu'il ne s'agit pas pour le département de l'audit de chercher un cabinet qui lui est favorable, non. N'oubliez pas qu'il s'agit de vous aider à vous améliorer. Okay? Donc, un cabinet le plus indépendant possible et le plus objectif possible. Les méthodes d'évaluation externe définies par les normes, il y en a deux, au même titre que les évaluations internes qu'on a vues tout à l'heure, où il y avait la surveillance continue et l'auto-évaluation périodique. Pour les évaluations externes, on a les évaluations entièrement externalisées et l'auto-évaluation avec validation indépendante. Il faut comprendre que l'évaluation entièrement externalisée, généralement, est sollicitée par les grands départements de l'audit, les grosses entreprises, les multinationales qui ont des départements de l'audit voilà, de beaucoup d'auditeurs. Je ne veux pas donner un chiffre. Okay? Donc, les activités d'audit sont vraiment denses. Et parfois, vous avez donc ce service d'assurance qualité-là qui existe. Pourquoi? Parce qu'il faut voir que entièrement externalisé veut dire que le cabinet va venir et faire un travail de détail, passer en revue un certain nombre d'activités d'audit, procéder à des tests auprès des différentes parties prenantes de l'audit et au bout d'en tirer des conclusions sur la base d'une analyse détaillée, n'est-ce pas, de l'échantillon qu'ils auront prélevé. Ça veut dire que c'est eux qui conduisent l'évaluation de bout en bout, bon, avec l'assistance de l'audit, bien entendu. Ça prend beaucoup de temps, bon, ça prend un peu plus de temps, et naturellement, en termes de coût, ça peut coûter un peu plus cher que l'auto-évaluation avec validation indépendante. Dans ce cas, c'est l'audit interne qui procède à son auto-évaluation, comme on a vu tout à l'heure, et le cabinet vient donc valider ou invalider les résultats de cette auto-évaluation-là. Donc, naturellement, il y a certains tests qui seront faits, beaucoup plus pour corroborer et vérifier que voilà, tout cela est les déclarations ou les conclusions auxquelles vous êtes parvenus sont réelles ou reflètent la situation réelle du département de l'audit interne. Pour ne pas dire sont vraies, que les déclarations et les conclusions auxquelles vous êtes parvenus sont réelles et vraies. Donc là, on parle d'auto-évaluation avec validation indépendante. Ça veut dire qu'on vient valider un rapport qui a été émis par le département de l'audit lui-même. Donc, le périmètre, c'est le même périmètre que les évaluations internes. Quel est le niveau de conformité par rapport aux normes, par rapport au code d'éthique? À quel niveau est-ce que l'activité d'audit interne, ou bien quel est le degré d'efficacité et même d'efficience par rapport à la maîtrise des coûts? Comment est-ce que les budgets de l'audit sont gérés? Est-ce que l'audit est dépensier alors qu'au bout, on ne voit pas véritablement de la valeur ajoutée? Un rapport coût-avantage, n'est-ce pas, par rapport à ce qui est attendu de l'audit et les coûts
ou les budgets qui sont engagés pour réaliser l'ensemble de ces missions-là. Donc, l'efficacité et l'efficience sont des éléments qui sont largement, n'est-ce pas, évalués. Un élément également qui est évalué, c'est la satisfaction des attentes du conseil, de la direction générale, des responsables opérationnels et la valeur ajoutée créée. Donc, on verra que les 4 points sur lesquels notre cabinet, par exemple, se focalise, c'est bien le conseil d'administration. Sont-ils satisfaits de la performance de l'audit interne? Est-ce que leurs attentes sont satisfaites par l'audit interne? Comment est-ce qu'ils pourraient noter les travaux de l'audit interne pendant la période de l'échantillon, etc., etc. Est-ce que l'audit interne tient compte de leurs attentes dans le cadre de la planification des missions d'audit? La même chose pour le DG, hein, et même les responsables opérationnels. Comment est-ce qu'ils perçoivent l'audit? Sont-ils satisfaits du comportement des auditeurs au sein de l'entreprise? Sont-ils satisfaits des méthodes mises en œuvre dans le cadre des audits? Sont-ils impliqués d'ailleurs dans les audits qui sont menés, etc., etc. Et vous allez voir des responsables opérationnels qui vous diront que ces gars viennent et ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont le sentiment que votre objectif, c'est davantage de faire les policiers ou bien qu'ils perdent leur travail. Et qu'au bout, on ne voit pas véritablement la valeur ajoutée qui est créée. Donc, quand vous faites un sondage, vous envoyez un questionnaire, vous êtes parfois très surpris de la perception que les opérationnels ont de l'audit. Et ça vous permet à vous de pouvoir ajuster vos démarches, ajuster vos comportements, pouvoir renforcer la maîtrise de la méthodologie même de l'audit qui est déployée ou l'ajuster. Et du coup, pouvoir créer davantage de valeur ajoutée auprès de ces parties prenantes. Donc, comme je l'ai dit, le conseil ou le comité d'audit sont-ils satisfaits? La direction générale et les opérationnels sont-ils satisfaits? Les processus d'audit interne, comment est-ce que les missions d'audit sont conduites? Comment les missions sont planifiées? Déjà, comment est-ce que les équipes d'audit sont constituées? Sur quelle base? Maintenant, comment est-ce que les missions sont planifiées? Le plan annuel d'abord, planification annuelle, est-ce que c'est sur la base des risques? Quels sont les éléments, les intrants qui sont pris en compte pour planifier les audits? Et maintenant, la planification d'une mission d'audit particulière, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'il y a un examen préliminaire qui est fait? Est-ce qu'il y a une analyse des risques qui est faite? L'exécution de la mission, est-ce que les différentes phases de l'exécution d'une mission d'audit sont respectées? Les réunions d'ouverture, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des rapports qui montrent que les réunions d'ouverture sont conduites, etc., etc., jusqu'à la fin? Donc, on parle là du processus d'audit interne qui doit être évalué pour voir si les normes relatives au processus d'audit interne ou à la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne sont respectées. Et le dernier aspect, c'est l'innovation et les capacités. Comme on le verra tout à l'heure, est-ce qu'on renforce continuellement les capacités de l'audit interne? Là, c'est en termes de ressources. Est-ce que le personnel d'audit interne se forme en continu, par exemple? Quel est le nombre d'heures de formation accordées à chaque personnel de l'audit interne dans la période examinée, par exemple? Parce que c'est dans la formation que l'innovation peut être faite, qu'on peut puiser des éléments qui n'existent pas forcément chez nous et l'implémenter, qu'on peut davantage conseiller et de manière efficace le management. Si vous ne vous formez pas, voilà, ce sera compliqué. Maintenant, on va essayer de voir. Donc, de manière théorique, on va dire que voilà ce que les normes demandent de faire, de mettre en place ce programme qui comporte les 2 aspects que nous avons vus. Donc, sur la base
l'expérience de notre cabinet, Global Elite Conseil, dont vous voyez le logo là, je vais vous donner quelques pistes en termes de checklist, c'est-à-dire quelques éléments qui nous intéressent lorsqu'on vient auditer le département d'audit interne et lesquels éléments peuvent vous permettre de déterminer quels sont les éléments à mettre en œuvre par vous-même dans le cadre de vos évaluations internes. Le premier domaine de notre checklist porte sur les fondements de l'audit interne. Ça veut dire que quand nous on arrive, premier aspect, les fondements de l'audit interne. Quels sont les éléments qui constituent, n'est-ce pas, les fondements de votre département de l'audit interne? Est-ce qu'il y a une charte d'audit, par exemple, en place? Vous savez que la charte d'audit est obligatoire. OK? Est-ce que votre charte est bien élaborée selon les modèles ou les référentiels qui existent? Qu'est-ce qui est prévu dans votre charte? Est-ce qu'il y a un organigramme qui montre les rapports hiérarchiques et fonctionnels entre l'audit interne et la direction et le conseil? Est-ce que ce rattachement-là est prévu dans la charte, par exemple? Quelle est la périodicité pendant laquelle votre charte est mise à jour? Parce que la charte doit être revue. Dans certaines entreprises, on dit chaque année pour s'assurer qu'elle reste efficace et qu'elle reste conforme aux meilleures pratiques. Est-ce que vous procédez, par exemple, à un examen annuel de votre charte d'audit interne? Donc, forcément, il doit y avoir une documentation qui indique que le contenu et la structure de la charte ont été examinés et évalués par rapport à des meilleures pratiques. Ça veut dire que ce n'est pas un processus subjectif. C'est un processus formel qui laisse forcément des traces. Okay? Parce que la charte, c'est en fait le mandat donné par le comité d'audit, par la direction générale à l'audit interne. Maintenant, s'il y a une modification de la charte, qui l'a approuvée? Parce que toutes les modifications de la charte doivent être approuvées par le comité d'audit et pourquoi pas par le DG. On s'intéresse également, toujours au niveau des fondements, sur les conflits d'intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre le personnel de l'audit interne et les opérationnels, par exemple, ou bien les responsables des activités qui sont censées être auditées? Est-ce qu'il y a une déclaration de conflit d'intérêts pour les missions d'audit interne? Et c'est ce que vous devez mettre en place, un formulaire de déclaration de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que quand on affecte un auditeur dans le cadre d'une mission d'audit interne, il doit remplir, n'est-ce pas, le formulaire ou bien la déclaration de conflit d'intérêt pour certifier que l'entité qu'il s'apprête à auditer, les personnes qui pilotent ces entités-là ou cette entité-là ne sont ni de près ni de loin en conflit d'intérêt avec lui en tant qu'auditeur interne. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour attester de manière annuelle même, ou bien tous les ans, le conflit d'intérêt au sein du département de l'audit, ou entre l'audit interne et les autres départements? Donc, il y a tout un mécanisme qui doit être mis en place pour gérer les conflits d'intérêts. Est-ce que les conflits d'intérêts sont même signalés au comité d'audit? Comment est-ce que vous procédez pour signaler les conflits d'intérêts? Donc, c'est les éléments fondamentaux de l'audit interne. L'indépendance et l'objectivité des auditeurs, comment est-ce que c'est maintenu? Comment est-ce que le responsable de l'audit peut nous démontrer que l'audit interne est vraiment indépendant et objectif et n'est pas compromis par des conflits d'intérêts, des problèmes de limitation de champ d'intervention, les problèmes de restriction d'accès aux dossiers, au personnel, aux biens de l'entreprise, qu'il n'y a pas nuisance ou interférence dans les activités de l'audit et qui sont de nature à empêcher que l'audit ne fonctionne bien.
Okay? Et vous allez voir que dans certaines entreprises, on recommande donc la mise en place d'une attestation d'altération de la performance de l'audit. C'est-à-dire que au moins une fois par an, l'audit interne doit attester au comité d'audit, n'est-ce pas, que l'activité d'audit interne au cours de l'année n'a pas été sujet à des conflits d'intérêts et qu'on n'a pas empêché à l'audit de travailler. Il n'y a pas eu de limitation de champ d'intervention, de restriction d'accès aux données, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cela? Qu'est-ce qui a été fait pour lever, n'est-ce pas, ces limitations-là? Et ça permet, n'oubliez pas que l'objectif, c'est de rassurer le management que les activités d'audit sont bien menées. Okay? Et l'indépendance et l'objectivité également concernent la structure. Quel est l'organigramme du département de l'audit interne? À qui est-ce que l'audit rend compte? Est rattaché? Okay? Ça, c'est l'organigramme interne et l'organigramme par rapport à l'entreprise en termes de rattachement. Toujours au niveau des fondements, on doit, n'est-ce pas, vérifier si vous avez mis en place ce programme dont on parle. Est-ce qu'il y a un programme d'assurance et d'amélioration de qualité en place? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est documenté? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des évaluations internes qui sont faites? Et quelle est la dernière évaluation externe par un cabinet externe qui a été fait? Quels en étaient les résultats? Okay? Est-ce que ce programme-là est mesuré, contrôlé et fait l'objet des rapports? Est-ce que ces rapports-là ont été communiqués, n'est-ce pas, à la direction et au conseil? Quel a été leur retour, par exemple? Donc, le programme d'assurance qualité doit être mis en place, tel qu'on vient de le dire, parce que quand le cabinet externe viendra, il va vérifier s'il y a ce programme-là. Comment est-ce que l'audit interne est géré? Pilotage même de l'audit interne. Est-ce qu'il y a des tableaux de bord qui sont utilisés? Est-ce qu'il y a des rapports qui sont faits? Quelle est la fréquence des rapports à la direction, au comité d'audit? Okay. Est-ce qu'il y a des, comment on appelle, des questionnaires qui sont envoyés aux parties prenantes, n'est-ce pas, pour déterminer leurs attentes par rapport à l'audit interne? Est-ce qu'il y a des plans d'action qui sont mis en œuvre pour traiter tous les problèmes qui découlent des évaluations internes et externes de l'audit interne? Hein? C'est-à-dire, quand il y a un problème, est-ce qu'il y a des plans d'action qui sont mis en œuvre? Est-ce qu'il y a des manuels, comment on appelle, des manuels de politique et de procédure d'audit interne? Est-ce qu'ils sont à jour, par exemple? Okay. Est-ce que ces manuels de procédure de l'audit interne existent d'abord formellement? Et est-ce que c'est mis à jour? À quelle fréquence est-ce que c'est mis à jour? Parce que vous pouvez avoir un manuel, mais qui est déjà dépassé, parce que les normes d'audit ont évolué et vous n'avez pas mis à jour vos manuels. Les problématiques de l'entreprise ont évolué, vous n'avez pas mis à jour votre manuel. L'entreprise a même diversifié ses activités. Vous n'avez pas mis à jour votre manuel. Il y a des entreprises dans lesquelles, quand on change de top management, c'est-à-dire quand un nouveau DG arrive ou un nouveau président du conseil d'administration, on demande obligatoirement à l'audit interne de revoir non seulement sa charte, mais également les manuels d'audit interne. Est-ce que le manuel est approuvé par qui de droit, c'est-à-dire le DG et le comité d'audit? Okay. Et maintenant, on va entrer dans le manuel pour voir est-ce qu'il est approprié? Qu'est-ce qui est prévu dans votre manuel en termes de procédure d'audit interne? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est conforme aux normes de l'IA, etc., etc. Il faut savoir que le manuel d'audit est non seulement utile pour vous au sein du département de l'audit interne, mais également pour tous les prestataires de services. Je veux dire les auditeurs externes qui viennent mener des missions d'audit au sein de l'entreprise. Vous devez, ou nous en tant qu'auditeurs, c'est nous qui allons nous assurer que
ils font bien leur travail. Parce que les normes demandent que même si une activité d'audit est externalisée et confiée à un prestataire externe, c'est à nous de nous assurer que ce cabinet fait son travail comme il se doit. Donc, quand ils viennent, ils doivent se conformer, n'est-ce pas, à ce qui est prévu dans notre démarche d'audit. Donc, autant de choses qu'on regarde dans les fondements de l'audit interne. L'autre élément, c'est le développement professionnel. Est-ce que les employés de l'audit interne ou bien tout autre prestataire qui intervient dans le département de l'audit interne, notamment les cabinets externes, sont professionnellement qualifiés? Est-ce que les employés ont les qualifications professionnelles pertinentes? Combien de certifiés CIA, CCA ou toutes les autres certifications que vous avez présentées avez-vous dans votre département? Est-ce qu'ils ont des certifications? Parce que la certification a ceci de particulier que cela démontre, cela est une preuve que vous maîtrisez les bonnes pratiques. On ne dit pas que celui qui n'est pas certifié ne maîtrise pas, mais c'est la preuve reconnue mondialement que vous savez ce que vous faites. Donc, les normes demandent également à tous les directeurs de l'audit d'envisager certifier tous les auditeurs au sein du département. Parce que c'est ça qui va montrer également que l'audit interne fonctionne à un niveau élevé. À un niveau élevé en termes d'exigence minimale pour les auditeurs internes. Et je peux vous rassurer que d'ici quelques années, on ne sait pas précisément dans combien de temps, le CIA va devenir, par exemple, une norme pour pratiquer le métier d'audit interne. On est en train d'y aller, mais ça va même plus vite qu'on pourrait l'imaginer. Donc, il est encore temps, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans cette démarche-là, de se certifier. On regarde également le profil du personnel de l'audit. Est-ce que le profil du personnel de l'audit est adéquat par rapport aux problématiques d'audit ou bien au plan d'audit, aux problématiques des missions d'audit qui sont menées? Est-ce que ce profil-là est communiqué, n'est-ce pas, au comité d'audit dans le cadre des rapports périodiques sur les performances, par exemple? Donc, on regarde les aspects portant sur le personnel de l'audit interne. Est-ce que vous avez un processus de gestion des performances pour les employés de l'audit interne? Quand on parle de processus, ça veut dire le plan de développement professionnel, par exemple, le plan de carrière, les indicateurs de performance, les job descriptions, etc., etc. Est-ce que chaque poste au sein de la fonction de l'audit fait l'objet, n'est-ce pas, d'une description de fonction qui est conforme à l'approche de conception des postes ou de conception des fonctions définies par les ressources humaines de votre entreprise? Comment est-ce que vous procédez pour évaluer les performances de ces employés de l'audit interne par rapport aux descriptions de fonctions qui sont élaborées et même par rapport aux objectifs d'audit interne qui sont définis? Mais il faut savoir qu'il faut un plan de développement professionnel de haut niveau qui doit être mis en place. Donc, dans le cadre du programme de certification que je vous recommande là, qui porte sur le programme d'assurance qualité, ils vont plus loin pour dire comment est-ce que ce plan de développement professionnel est conçu, il doit être déployé, y compris les aspects du fondement de l'audit. Quels sont les éléments? Parce que les éléments, la checklist que je vous donne là, sont exhaustifs dans le programme de certification. Donc, il faut un plan de développement individuel et collectif pour l'ensemble du personnel de l'audit. Est-ce qu'il y a des possibilités de carrière? Quelles sont les possibilités de carrière qui sont offertes aux auditeurs internes? Autant de choses. L'autre élément ou l'autre domaine qui nous intéresse
quand on procède à l'évaluation externe des départements de l'audit, c'est comment est-ce que les missions d'audit sont planifiées. Quand on parle de planification ici, c'est aussi bien la planification stratégique dont on va peut-être parler tout à l'heure de l'audit interne que la planification tactique qu'on appelle généralement plan d'audit annuel de l'audit. Et il y a des normes qui tournent autour de la planification. Hein. Il y a beaucoup de normes. Normes 2010, je crois, 2020, 2030, 2050 même. Si vous jetez un coup d'œil sur vos normes, vous allez voir que ça porte exactement sur la planification des missions d'audit, je crois bien. Donc, comment est-ce que les missions d'audit sont planifiées? Est-ce que la planification de l'audit est liée aux objectifs stratégiques et aux risques de l'entreprise? Est-ce que l'audit interne effectue une évaluation annuelle des risques qui lui permet donc d'étayer sa planification sur la base des risques? Comment est-ce que les ressources de l'audit sont définies, sont déterminées? Est-ce que vous avez une documentation en place qui prouve que c'est sur la base de la gestion des risques que le plan d'audit est mis en œuvre? OK? Est-ce que vous avez mis en place un univers d'audit? Est-ce qu'il est formel? Comment est-ce que vous procédez pour planifier vos missions d'audit, que ce soit annuelles ou bien les missions d'audit individuelles? Parce que comme je l'ai dit, les missions d'audit individuelles doivent faire l'objet d'une évaluation des risques par rapport à l'entité qu'on s'apprête à auditer. Comment est-ce que le plan d'audit est structuré? Quels sont les différents types d'audits qui sont menés? Quels sont les types de rapports que vous envoyez au comité d'audit? Est-ce que vous prenez en compte les futures demandes initiées par la direction, par le comité d'audit? Est-ce que vous prenez en compte les rapports d'audit antérieurs lorsque vous planifiez vos missions d'audit, etc. Donc, je les évoque de manière ramassée, mais tout cela doit être vraiment structuré. Qui approuve le plan d'audit même d'abord? Est-ce que c'est le comité d'audit? Est-ce que le comité approuve également les différentes modifications du plan d'audit qui peuvent survenir, notamment en cours d'année? Je veux dire toutes les modifications. Okay. Est-ce qu'il y a un processus en place qui soit documenté et qui prouve que les travaux d'audit interne sont basés sur les risques? Et qu'à mesure que le risque change ou le risque évolue ou que de nouveaux risques émergent, la planification de l'audit est mise à jour. Et c'est pour ça que je vous ai recommandé d'envisager également la certification qu'on appelle CRBIA, Certified Risk-Based Internal Auditor. Parce que l'audit interne basé sur les risques est évoqué dans le CIA et même détaillé, mais le CRBIA le prend de manière pratique pour vous dire comment est-ce que vous allez mettre cela en œuvre de manière concrète, pas de manière conceptuelle, dans le cadre des missions d'audit que vous menez. Donc, ça fait déjà 3 certifications que je vous recommande. Non seulement le CIA, certification en audit interne, ou le CCA, mais également le CRBIA, porte sur l'audit interne basé sur les risques, et également le IAQAP, Internal Audit Quality Assurance Professional, professionnel de l'assurance qualité de l'audit interne. Ça va vous permettre de savoir précisément comment déployer votre programme d'assurance qualité et vous préparer également efficacement à recevoir des audits externes à venir. L'autre élément important, c'est comment les missions d'audit sont conduites. Est-ce qu'il existe un processus de programmation des missions d'audit, d'affectation des ressources pour les différentes missions d'audit? Est-ce qu'il y a un manuel de politique et de procédure, on l'a dit, qui soit documenté, mis à jour? Parce que c'est ce manuel-là qui indique comment les missions
sont menés dans notre entreprise. On a dit, est-ce qu'il y a un plan d'audit approuvé et qui détaille le travail que l'audit va faire et l'allocation des ressources qui seront faites, notamment pour l'année qui arrive. Est-ce qu'il y a un calendrier pour les missions d'audit? Maintenant, on prend les missions d'audit de manière globale et on prend les missions d'audit de manière individuelle. Est-ce qu'il y a une planification adéquate pour chaque mission d'audit? Okay. Notamment en ce qui concerne les objectifs de la mission. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont définis pour chaque mission? Est-ce qu'il y a un périmètre qui est défini? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est défini? Est-ce que les risques sont clairement identifiés? Et est-ce que les auditeurs mettent l'accent sur ces risques lorsqu'ils font des tests sur le terrain? Okay. Comment est-ce que les ressources de l'audit sont définies et mises en œuvre? Comment est-ce que l'équipe d'audit ou une mission particulière est définie? Comment est-ce qu'on décide que Eric fera partie de la mission? Comment est-ce que les délais d'exécution des missions d'audit sont définis? Et maintenant, comment est-ce qu'on procède pour engager ou bien pour que les parties prenantes, notamment les opérationnels, s'impliquent dans la mission d'audit? Quelles sont les étapes qui sont mises en œuvre? Donc, il faut un processus systématique, discipliné, mis en œuvre pour la conduite des missions d'audit interne dans votre entreprise. Et ce processus-là doit se retrouver dans le manuel d'audit. Maintenant, est-ce que vous procédez au suivi de la mise en œuvre des actions correctives pour chaque mission d'audit qui est menée? Est-ce qu'il y a un processus systématique, discipliné, comme je l'ai dit, qui est planifié à l'avance et qui permet de documenter le suivi de chaque mission d'audit? Okay. Sinon, quel est le sort qui est réservé aux recommandations d'audit? Est-ce que les auditeurs mènent des missions au cours desquelles ils font de manière répétitive les mêmes constats et les mêmes recommandations portant sur les mêmes entités? Parce que c'est ça qui traduit que le suivi n'est pas fait. Ou s'il est fait, peut-être voilà, le suivi n'aboutit pas forcément à un résultat plausible. Est-ce que les missions d'audit font l'objet d'une supervision, d'un contrôle de la qualité? Parce que je vous ai dit que le rôle du superviseur, c'est véritablement un rôle de contrôle qualité pour garantir la conformité avec la méthodologie qui est prévue dans le manuel d'audit et même les normes d'audit interne. Est-ce que les auditeurs que vous avez dans vos différentes équipes sont formés sur la méthodologie? Parce qu'une chose est d'avoir le manuel d'audit interne, l'autre chose est de former à son utilisation. C'est de ça qu'il s'agit. Comme quelqu'un a dit, c'est de ça qu'il s'agit, oui. C'est-à-dire que chaque mission d'audit interne doit être confiée à un responsable, qui peut être le superviseur, qui peut être le chef d'équipe, indépendamment du nom qui est donné. Mais son objectif, c'est de superviser la réalisation de l'audit et d'assurer la qualité de la mission qui est menée. Quels sont les outils informatiques que vous mettez en place au sein du département de l'audit? Notamment pour l'extraction des données, ce qu'on appelle les techniques d'audit assistées par ordinateur. Est-ce que vous les utilisez? Dans quelle mesure est-ce que ces éléments-là sont utilisés? Okay. Donc, c'est très important. Et après, on va regarder également les papiers de travail. Est-ce que les papiers de travail sont élaborés? Si oui, comment ça se passe donc? Mission d'audit. Par la suite, le reporting. Et là, on va s'intéresser donc aux différents rapports qui sont élaborés par les auditeurs par rapport aux différentes missions d'audit interne qui sont faites. Est-ce que les rapports d'audit sont communiqués ou distribués à la direction, au comité d'audit en temps utile, c'est-à-dire à temps?
Après combien de temps est-ce que le rapport d'audit est élaboré au terme d'une mission d'audit ou bien au terme du travail sur le terrain? Est-ce que vous-même, en tant qu'auditeur, vous procédez à une évaluation pour vous assurer que le comité d'audit est satisfait? N'est-ce pas? Non seulement du style, du format, de la structure du rapport, ou bien même du contenu des rapports d'audit. Ou bien dès que vous avez envoyé, vous savez que c'est fait et vous restez tranquille. Est-ce qu'il y a je veux dire, une planification et des rapports de haut niveau, ce qu'on appelle les rapports de synthèse ou bien des synthèses qui sont élaborés pour le top management? Et vous avez des rapports intermédiaires également et des rapports finaux. Des rapports qui rendent compte de l'état d'avancement des missions d'audit et des rapports qui rendent compte de l'achèvement des missions d'audit. De plus en plus, on parle également des rapports de suivi de la mise en œuvre des actions correctives. Quelle est la périodicité des rapports qui sont fournis par l'audit? Est-ce qu'il y a une périodicité pour rendre compte au comité d'audit, par exemple? Est-ce que cette périodicité là est prévue dans la charte? Est-ce que cette périodicité là est même revue? Parce qu'il faut des rapports périodiques sur les opérations que l'audit interne mène. Et ces rapports périodiques là doivent être communiqués au comité d'audit. Et pourquoi pas présentés? C'est-à-dire avec des PowerPoint, avec des projections, etc., etc. Et les normes même demandent que lors de ces présentations périodiques, que l'audit rappelle toujours l'objectif qui lui a été fixé, l'autorité qui lui a été donnée, la responsabilité que le comité d'audit lui a donnée dans la charte, avant d'aborder donc la performance de la fonction d'audit, les risques importants qui ont été identifiés, les questions de contrôle interne, etc., etc. Est-ce que dans les rapports d'audit qu'on a examinés, est-ce que les risques de fraude, quelle importance ou quelle place est-ce que l'audit accorde au risque de fraude, par exemple, au risque portant sur la gouvernance ou à d'autres questions qui sont nécessaires ou demandées par la direction et le conseil ou le comité d'audit? Il y a des entreprises dans lesquelles le comité d'audit demande même un rapport sur les tableaux de bord prospectifs de l'audit interne, ce qu'on appelle les balance scorecards. Est-ce qu'il y a un rapport annuel de l'audit interne qui est remis au DG et au comité d'audit, ou bien présenté, mieux encore présenté au comité d'audit? Et en termes de rapport, comme je l'ai dit, est-ce qu'il y a un rapport sur les évaluations internes du programme d'assurance qualité qui sont, ou bien qui est remis au comité d'audit et au DG? Parce que les normes demandent que ce soit une fois au moins par an que l'audit interne rend compte à la direction et au conseil de ces évaluations internes. Et les rapports des évaluations externes, est-ce que c'est communiqué également au comité d'audit? Est-ce que c'est communiqué à temps? Parce que comme on va le dire, quand le cabinet vient, par exemple, dès qu'on finit les travaux, dès qu'on a fini, on communique le rapport le plus tôt possible. Et quand on envoie au directeur de l'audit, c'est en mettant en copie le conseil d'administration ou le comité d'audit. Parce que c'est eux-mêmes qui sont les commanditaires de cette mission d'audit. Okay? Il y a des rapports également sur les indicateurs de performance, etc. On a vu des entreprises qui demandent aux responsables de l'audit de faire un rapport distinct chaque année sur les indicateurs de performance arrêtés par le département de l'audit pour chaque
postes au sein du département. On leur communique cela et maintenant, ils valident le plan d'audit, les besoins en ressources. Et en fin d'année, c'est sur la base de ces indicateurs que vous allez faire un rapport sur la performance de l'audit. Okay. J'ai parlé du rapport sur le suivi. Ça doit être mis en place, le suivi des recommandations, des plans d'action, pour garantir que voilà, les problèmes sont corrigés en temps voulu, y compris le suivi des recommandations des audits externes. Donc, le responsable de l'audit doit mettre en place un système de suivi des recommandations qui est régulièrement évalué, qui est mis à jour sur la base des commentaires de la direction et des preuves, des mesures correctives qui sont finalement implémentées. Et pour les missions d'audit de longue durée ou les missions d'audit dont les recommandations portent sur des projets importants à implémenter, il peut y avoir des rapports de suivi de l'état d'avancement. C'est-à-dire que si le plan d'action est étalé sur un an, on ne va pas attendre un an pour faire un rapport de suivi. Il y aura un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations et des plans d'action et qui peut être régulièrement communiqué également au comité d'audit. Donc, tout dépend de la nature des recommandations et du calendrier ou du plan d'action qui a été arrêté. Donc, en général, est-ce que les recommandations et les plans d'action de l'audit font l'objet d'un suivi fondé toujours sur les risques afin de prouver qu'ils ont été effectivement mis en œuvre? Parce que c'est à ce niveau que la valeur ajoutée est véritablement créée. S'assurer que les problèmes identifiés sont effectivement corrigés. Un autre aspect qui nous intéresse, c'est l'amélioration des performances et des processus. Là, on parle vraiment des processus d'audit interne. J'ai parlé des indicateurs de performance. Est-ce qu'il y a des KPI qui sont en place? Est-ce que ces KPI sont approuvés par le comité d'audit? Est-ce que ces KPI sont inclus dans la charte d'audit? Bon, généralement, dans la charte, on va présenter de manière sommaire les principaux indicateurs de performance de la fonction d'audit. Et maintenant, donner la responsabilité au directeur de l'audit d'élaborer des KPI pour chaque service au sein de la direction ou pour chaque fonction. Est-ce que le responsable de l'audit interne procède périodiquement à une évaluation comparative, ce qu'on appelle le benchmarking de l'audit interne, par exemple par rapport à des bonnes pratiques ou des pratiques de pointe dans le domaine? Et il y en a. Est-ce qu'on procède à une évaluation de la maturité de l'audit interne? On fera peut-être un autre webinaire sur la maturité de la fonction d'audit interne. Okay? En termes de respect des bonnes pratiques, en termes d'amélioration de la culture d'audit au sein de l'entreprise. Parce que si vous en êtes encore à jouer les policiers, à ne réaliser que les audits de conformité, ça peut vouloir dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le niveau de maturité souhaité. Et quand on procède même à des benchmarks, est-ce que les résultats sont communiqués au comité d'audit? Est-ce qu'il y a des plans d'action, n'est-ce pas, pour se mettre à jour en termes de bonnes pratiques? Donc, on parle là des performances et des processus d'audit. Par rapport au processus d'audit, est-ce qu'il y a une enquête de satisfaction qui est distribuée auprès de chaque entité auditée, que ce soit pendant la mission ou après? Bon, certaines directions de l'audit privilégient les questionnaires après la mission. Bon, ça a ses avantages, ça a forcément des inconvénients. Et d'autres donnent le questionnaire en début de mission que le client va remplir tout au long de la mission. Maintenant, est-ce que quand le client fait des critiques constructives par rapport à l'audit interne, est-ce que
il y a un suivi qui est fait pour que ce soit corrigé. Okay? Parce que les enquêtes, on ne fait pas les enquêtes pour les enquêtes. L'objectif des enquêtes, c'est de permettre à un tiers ou bien un bénéficiaire des travaux d'audit de nous indiquer quels sont nos points faibles et qu'on puisse agir dessus. C'est l'intention de distribuer donc les enquêtes de satisfaction. Est-ce qu'il y a une enquête de satisfaction ou des questionnaires qui sont distribués, par exemple, chaque année, en fin d'année, pour savoir si les différentes parties prenantes ont été satisfaits de la performance de l'audit interne cette année? Est-ce que le passage des auditeurs dans vos différentes directions vous ont apporté de la valeur? Et également, le feedback qui est donné doit nous permettre, n'est-ce pas, d'ajuster nos pratiques pour l'année qui arrive. OK? Et maintenant, est-ce qu'il y a des évaluations internes qui sont faites et des évaluations externes qui sont faites? Parce que comme je l'ai dit, vous devez mettre en place ce programme. Et lorsque nous arrivons, nous allons voir quels sont les mécanismes qui vous permettent, n'est-ce pas, de faire votre autocritique. Est-ce qu'il y a la surveillance continue qui est faite de tout ce que l'audit fait, de toutes les activités menées par l'audit? Est-ce qu'il y a des auto-évaluations périodiques qui sont faites? À quelle fréquence? Est-ce qu'il y a une évaluation interne, annuelle par exemple, si c'est décidé que c'est une fois par an, qui est réalisée? Est-ce que c'est fait par auto-évaluation? Ou bien est-ce que vous avez sollicité, comme on l'a vu tout à l'heure, une autre personne au sein de l'entreprise pour le faire? Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est arrêté au terme de ces évaluations? C'est-à-dire qu'on a identifié des écarts par rapport aux normes, par exemple, et on a décidé d'un plan d'action pour rattraper l'écart. Est-ce que le plan d'action est élaboré? Est-ce qu'il est mis en œuvre pour traiter, par exemple, des cas de conformité partielle ou des cas de non-conformité et les possibilités d'amélioration? Est-ce que les progrès sont périodiquement communiqués au comité d'audit? Donc, il faut savoir que cette exigence de mettre en place des évaluations internes feront l'objet de tests par le cabinet lorsqu'il arrive. Et je peux vous assurer que si vous nous sollicitez, par exemple, ce sera l'un des points les plus importants de l'évaluation. Parce que le programme d'assurance qualité va couvrir, n'est-ce pas, l'essentiel des normes les plus importantes à mettre en œuvre et des bonnes pratiques. Aujourd'hui, quand un directeur de l'audit me dit, je viens d'être nommé, je ne sais même pas véritablement ce que c'est que l'audit, j'ai passé toute ma carrière dans les opérations. Comment, Eric, comment est-ce que je peux faire? Ce que je fais, c'est le former sur le programme d'assurance qualité. D'abord, je sais que les normes, tout le monde peut lire les normes et avoir une certaine interprétation. Mais on le forme sur le programme d'assurance qualité de manière profonde. Ça peut être à travers la certification dont je vous ai parlé, le IA-QAP, où il maîtrise comment déployer ce programme. Si vous ne déployez même que ça et que c'est vraiment efficace, je peux vous assurer que la valeur ajoutée sera au rendez-vous. Donc, est-ce qu'il y a des évaluations internes qui sont faites? Quelle est la fréquence? Est-ce que les rapports sont communiqués? Est-ce que les évaluations externes sont également faites? À quelle fréquence? Parce que les normes demandent que ce soit au moins une fois tous les 5 ans. Est-ce que les rapports sont communiqués? Est-ce que les plans d'action sont arrêtés? Comment est-ce qu'on procède au recrutement du cabinet? Est-ce que le mandat ou le cahier de charge du cabinet ou de l'évaluateur externe est approuvé par le comité d'audit et même les modalités de reporting? Parce qu'il ne s'agit pas pour le directeur de l'audit d'aller s'enfermer avec un cabinet pour concocter n'importe quoi. Et maintenant, le plan d'action.
Donc, ça couvre véritablement tout ce que l'audit fait, toutes les activités qui sont menées par l'audit de bout en bout. Et on peut s'intéresser également au code éthique. L'un des éléments que j'ai omis de mettre là, bon, peut-être c'est parce que j'ai mis reporting 2 fois, c'est le code éthique. Est-ce que vous savez que les principes du code éthique sont obligatoires pour tous les auditeurs, au même titre que les normes? Et le code éthique, c'est véritablement le document qui va créer une bonne réputation pour les auditeurs internes. Donc, est-ce que le code éthique fait partie de l'initiation des employés de l'audit interne ou des prestataires de services externes? C'est-à-dire quand on recrute un nouvel employé au sein du département, on le forme d'abord bien sur le code éthique. Est-ce que dans la charte, le respect du code éthique est une exigence que le conseil impose? Parce qu'on va passer en revue la charte, on va voir est-ce que le code éthique est une exigence dans la charte. Est-ce que les employés de l'audit ou bien tous les prestataires d'audit interne sont tenus de se conformer au code éthique de l'IA? Est-ce qu'il y a les moyens de démontrer que les auditeurs se conforment au code éthique? Maintenant, l'un des moyens que nous recommandons généralement au département, c'est de mettre en place donc un formulaire qui doit être signé. Donc, un document, formulaire, c'est trop dit, un document qui doit être signé au moins une fois par an par chaque personnel de l'audit interne qui s'engage. Il atteste déjà qu'il a lu, qu'il a été formé, qu'il a bien compris et qu'il s'engage à respecter pour l'année qui arrive les principes du code éthique. Est-ce que ce document existe? S'il existe, c'est une très bonne chose. Donc voilà, de façon globale, hein, les domaines que nous, en tant que cabinet qui procède à la revue d'assurance qualité des directions de l'audit interne, nous regardons. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est les éléments clés qui peuvent vous permettre donc de déployer votre propre programme en préparation même à l'audit externe qui viendra certainement. Parce que aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que dans certains pays, c'est devenu une exigence presque légale. Les régulateurs imposent au département de l'audit et leur donnent même des délais, n'est-ce pas, pour subir des évaluations externes. Et ça va se généraliser. Et il est temps, même si ce n'est pas encore le cas chez vous, de vous mettre déjà dans cette dynamique-là. Maintenant, comment se préparer à cette évaluation externe par un cabinet externe indépendant? Il y a quelques éléments qui sont prévus là et qu'on a déjà évoqué. On a déjà évoqué lorsque je donnais des pistes par rapport au domaine d'évaluation. On a parlé par exemple des documents de gouvernance. Ça veut dire que vous, en tant que département de l'audit, vous devrez dès à présent vérifier si vous avez les documents de gouvernance de votre département en place. J'ai parlé de la charte d'audit interne, qui est un document formel qui définit et articule clairement les principaux objectifs et même la raison d'être de la fonction d'audit, les attentes de l'entreprise vis-à-vis de l'audit. On parle de mission, pouvoir et responsabilité. L'autre document de gouvernance s'appelle la charte du comité d'audit. S'il y a un comité d'audit, est-ce qu'elle a? Non, est-ce qu'il a une charte bien élaborée? Parce que la charte également, c'est le cahier de charge. Et si on perçoit la fonction d'audit comme un démembrement, entre guillemets, du comité d'audit au sein de l'entreprise, alors on va s'intéresser également à la charte du comité d'audit. Est-ce qu'il y a une politique pour l'audit interne?
On fera d'autres webinaires hein, pour détailler davantage comment est-ce qu'on élabore, par exemple, une politique d'audit interne, une charte d'audit, pourquoi pas une charte du comité d'audit même. Ce sont des éléments de gouvernance. Est-ce qu'il y a un manuel de procédure d'audit interne, comme on l'a vu? Donc, il est temps d'élaborer votre manuel de procédure d'audit interne. Vous pouvez le faire vous-même en interne si vous en avez convenance, ou bien solliciter l'appui d'un cabinet externe. On est en train de le faire pour beaucoup d'entreprises. Hein. On peut également le faire pour vous, ou bien vous pouvez solliciter un autre cabinet. Dans le manuel d'audit interne, les politiques de protection contre la fraude et même de protection des dénonciateurs. Et je crois que le sommaire ou bien la conférence annuelle virtuelle Audit Connect qui est en préparation va porter, ou l'une des thématiques, ce sera vraiment le système de dénonciation. Comment concevoir et déployer un système de dénonciation qu'on appelle le whistleblowing efficace au sein de l'entreprise. Donc, le département de l'audit peut élaborer une politique de protection contre la fraude et une politique de dénonciation. Surtout si les lignes vertes, si vous avez des lignes vertes et que ces lignes vertes-là sont centralisées au niveau de l'audit interne. Donc, il y a les job descriptions naturellement, qui sont également un élément de gouvernance, un document de gouvernance qui doit être en place. Je crois que c'est un acquis dans vos différentes directions. On regarde également le programme d'assurance qualité, donc il faut se préparer en mettant en place ce programme, surtout l'aspect des évaluations internes, qui est de votre ressort en interne, et se préparer également à recevoir des examinateurs externes. Et quand on arrive, je vous ai dit, on se penche sur le programme d'assurance et d'amélioration qualité pour fournir une assurance raisonnable qu'il est adéquat et que des progrès sont réalisés par votre département au quotidien et de manière périodique. Et c'est souvent à ce stade que de nombreux services d'audit interne se fourvoient. Parce que les auditeurs passent la plupart de leur temps à examiner le travail des autres, mais ils consacrent très peu de temps à l'évaluation et à l'amélioration de la fonction d'audit interne elle-même, ou bien des activités d'audit interne elles-mêmes. Donc, il est important de mettre en place un plan pour s'assurer que les travaux d'audit sont examinés de manière adéquate. Donc, les examinateurs externes, quand ils viendront, ils vont s'assurer que votre plan ou votre programme d'assurance qualité comporte au moins les éléments qu'on a vus, c'est-à-dire les évaluations internes, les évaluations externes. Quels sont les éléments que vous avez prévus dans vos évaluations internes? Et quels sont les objectifs complets et réalisables de votre fonction par rapport à la taille de votre fonction, bien entendu? Est-ce que ce programme est approuvé par le comité d'audit? On va aussi s'assurer que les résultats du programme sont communiqués, comme je l'ai dit, à la direction, au conseil d'administration, et que ce programme-là répond aux exigences des normes qu'on a vues. J'ai parlé des normes 1300, 1320, etc., etc. Comment s'y prendre? Il faut préparer un plan stratégique pour l'audit interne, qu'on appelle également le plan d'audit à long terme. Déjà, en tant qu'individu, il est difficile de s'améliorer ou de rester focalisé sur ses tâches si on n'a pas un objectif ou un plan. Il en va de même pour les entreprises et il en va aussi de même pour le service d'audit interne ou la direction. Donc, on vous suggère de disposer de votre propre plan stratégique qui est distinct de tout plan stratégique ou toute stratégie de l'entreprise elle-même. Parce que l'entreprise a son plan stratégique. L'audit interne doit mettre en place son propre plan stratégique
qui doit être naturellement en adéquation avec le plan stratégique de l'entreprise. Et le plan là peut être dans une fourchette de 3 à 5 ans avec des objectifs réalisables pour la fonction d'audit interne. En fait, l'audit interne doit savoir où est-ce qu'il va dans un horizon à court, moyen et long terme. Cela veut dire donc que vous devez identifier et évaluer les risques de manière périodique sur le court, moyen et long terme également, y compris les risques de fraude comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, on a dit que ce plan stratégique prend en compte les objectifs stratégiques de l'entreprise. Quand on parle d'objectifs stratégiques, la protection des actifs, l'information financière, les opérations, la conformité aux lois, etc. etc. On dit objectifs stratégiques, c'est les objectifs stratégiques qui peuvent être déclinés en objectifs d'audit. Et on a donc le plan d'audit par la suite. Ça veut dire que vous devez vous rassurer que non seulement vous avez le plan stratégique, mais vous avez également un plan tactique avec les besoins en ressources. Donc, votre service doit disposer d'un plan d'audit qui est encore plus détaillé et qui a été approuvé par le comité d'audit. Et ce plan-là, on s'assure qu'il a été élaboré à la suite ou à l'issue d'un processus d'évaluation approfondie des risques. Bien entendu, en tenant compte des attentes, des contributions de la direction générale, du conseil d'administration et même des entités opérationnelles. Il faut un plan d'audit bien équilibré pour l'année, pour chaque année. Et généralement, c'est en fin d'année que les auditeurs mettent en place ce type de plan. Maintenant, n'oubliez pas que ce plan doit vous permettre d'avoir un plan de suivi, c'est-à-dire suivre la mise en œuvre du plan d'audit, suivre les dépenses des ressources temps dans la réalisation des missions prévues dans le plan, etc., etc. Donc, il faut un plan d'audit stratégique et un plan d'audit tactique qu'on appelle également plan d'audit annuel. Les papiers de travail, j'imagine que c'est un acquis pour tous les départements de l'audit interne. Il faut mettre en place des papiers de travail parce que le papier de travail, c'est cela qui montre que l'événement de l'audit a effectivement eu lieu et que l'audit a effectivement été réalisé. Le rapport, oui, mais le rapport n'est rien sans les papiers de travail. Donc, vos papiers de travail doivent être en bon état, en parfait état. Donc, comment est-ce que les papiers de travail sont structurés? Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce que c'est rempli? Donc, il y a un certain nombre de questions que l'examinateur va poser ou se poser pour déterminer le niveau d'adéquation de vos papiers de travail. C'est-à-dire la portée des papiers de travail, les documents de travail, est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est exact? Est-ce que cette documentation a été obtenue à la bonne source et organisée de manière logique? Et même les conclusions et les résultats de la mission, est-ce qu'elles étaient fondées sur une analyse et une évaluation des risques appropriés? Comment est-ce que ça s'est matérialisé dans les papiers de travail? Etc. etc. Est-ce que les papiers de travail sont précis? Est-ce qu'ils sont objectifs? Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont concis? On va droit à l'essentiel. Constructifs? Est-ce qu'il y a des améliorations, des opportunités d'amélioration qui sont dans les papiers de travail? Est-ce que le superviseur examine les papiers de travail pendant les missions d'audit? Comment est-ce que ça se matérialise dans les papiers? Généralement, c'est la signature, le superviseur signe et met la date sur chaque papier de travail pour démontrer qu'il a passé en revue ce papier et qu'il a conclu que ce papier était bien élaboré. Donc, tous ces éléments-là sont examinés et vous devez mettre cela en œuvre pour vous préparer, n'est-ce pas, à une évaluation externe.
On a parlé du PV du comité d'audit. Les PV des comités d'audit. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce que c'est lors des comités d'audit que les performances des audits sont généralement évaluées par son organe de tutelle. L'audit est rattaché fonctionnellement au comité d'audit. Donc, en examinant les PV des différents comités d'audit, on va essayer de percevoir quelle est la valeur ajoutée que l'audit interne crée selon le comité d'audit, quelle est la satisfaction des attentes du comité d'audit par l'audit interne, etc., etc. Donc, rassurez-vous que les comités d'audit font l'objet des PV et que dans ces PV, on peut aisément retracer, n'est-ce pas, le niveau de satisfaction du conseil vis-à-vis de l'audit interne. Surtout lorsque vous présentez, on va dire quoi, les plans d'activité annuels ou les plans d'activité périodiques. Et rassurez-vous que vous avez mis en place donc un processus pour suivre les problèmes, le suivi de la mise en œuvre des actions correctives. On passe beaucoup d'heures à auditer diverses fonctions et on fait des rapports qui sont magnifiquement bien rédigés pour indiquer à la direction comment nous pensons qu'elle doit résoudre les problèmes que nous avons découverts. Et la question logique qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la direction peut donc pousser un soupir de soulagement juste parce qu'on a élaboré un rapport? Est-ce que la mission d'audit est terminée? La réponse est non. C'est maintenant qu'il est temps d'assurer le suivi de chaque recommandation jusqu'à ce que l'entité auditée ou bien la direction ait achevé le plan d'action. Et la meilleure façon d'assurer ce suivi-là, c'est généralement de rédiger un rapport trimestriel complet qui comprend un résumé des problématiques posées, des questions soulevées, des réponses initiales auxquelles on est parvenu, du plan d'action et maintenant de l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations, de l'état même ou du statut des différentes recommandations. Parce que dans beaucoup d'entreprises, le comité d'audit exige que ce rapport de la mise en œuvre des actions correctives lui soit envoyé de manière périodique. Nous recommandons une fois tous les 3 mois. Okay. Il y a différentes sections à remplir dans ce rapport et un autre webinaire Audit Connect pourra naturellement se pencher sur comment élaborer un rapport périodique de suivi de la mise en œuvre des actions correctives et les différents tableaux que vous pouvez éventuellement mettre en œuvre. Donc, on a parlé des PV du comité d'audit. Si je vais revenir là-dessus, sachez que dans ce PV, on peut, à la lecture, au-delà du rattachement au comité d'audit, percevoir quel est le niveau d'indépendance de l'activité d'audit interne, quel est le niveau de pouvoir qui est accordé à l'audit interne au sein de l'entreprise. Les plans d'audit, est-ce que c'est validé par le comité d'audit? En lisant même seulement les PV ou les rapports des réunions du comité d'audit auquel l'audit interne est impliqué, on peut se faire déjà une idée. Les progrès réalisés par rapport au plan, parce que les PV font l'objet, c'est-à-dire que les PV sont élaborés à la suite des réunions des comités d'audit, lesquelles réunions peuvent porter donc sur l'état d'avancement du plan d'audit. Et les PV documentent également les résultats des activités d'audit présentés par le directeur de l'audit et même la conformité au code d'éthique, les déclarations qu'il fait, conformité au code d'éthique, aux normes, au plan d'action pour traiter les problèmes comme on l'a dit. Donc, c'est un document également important que nous examinons en tant qu'évaluateur externe. Donc, voilà quelques documents, quelques éléments que vous devez mettre en place dans le cadre de votre programme d'assurance qualité pour vous assurer que, ou bien pour vous préparer davantage à une évaluation externe.
Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Et comme je vous l'ai dit, en faisant certaines certifications, notamment le Internal Audit Quality Assurance Certification, vous aurez davantage de détails et d'informations pratiques sur comment déployer ce type de programme. Donc, what next? What next? Rejoignez le réseau Audit Connect pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans ce réseau, je vais mettre le lien tout à l'heure dans le chat et ceux qui n'y sont pas encore pourront rejoindre le réseau. Surtout si vous avez le profil indiqué, c'est-à-dire professionnel de l'audit, risque et contrôle, uniquement. Le réseau est gratuit, les activités sont quasiment gratuites, notamment les webinaires qui sont organisés. Et la seule activité payante, ce sera la conférence annuelle virtuelle. Donc, inscrivez-vous. Je pense que IPE a une session de formation sur la certification IAQA-P, Internal Audit Quality Assurance Professional Certification. Donc, si vous voulez aller plus loin que les éléments que je vous ai donnés ici, ce programme de certification peut être très intéressant pour vous et même pour votre CV. Le Certified Risk-Based Internal Auditor, bien entendu, c'est une certification que je considère comme étant un must. Un must, c'est-à-dire que vous devez les faire. Aussi bien la première que la deuxième que j'indique actuellement. Le Certified Specialist in Internal Audit. Le Certified Internal Auditor. Naturellement, le CIA, c'est la seule certification reconnue mondialement dans le domaine de l'audit et qui est suffisamment complète. Mais le CIA est, on va dire, général. Le CIA est général et beaucoup de notions, comme le programme d'assurance qualité, sont évoquées là-dedans, mais sans aller plus loin, sans aller en profondeur. Donc, beaucoup de directions d'audit ou de directeurs de l'audit qui ont fait le CIA même, au terme, n'ont pas suffisamment d'éléments pour déployer. Par exemple, tout ce que vous avez indiqué ici, vous n'allez pas forcément retrouver ça dans le CIA. Le CIA, c'est vraiment normatif, c'est le cadre conceptuel qui vous dit que vous devez mettre en place le programme et le programme doit être composé des évaluations internes et externes, etc. Les périodes de reporting. Mais les procédures à mettre en œuvre, les tests qui seront faits, les documents à préparer, c'est vraiment dans le Internal Audit Quality Assurance Certification que vous allez l'avoir. Donc, c'est vraiment approfondi et c'est l'expertise dans ce domaine-là. Il y a une session qui est prévue par IPE là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter IPE aux adresses que je vais vous communiquer dans le chat tout à l'heure. Donc, vous avez le CIA également. Et je crois que dans certains pays même et dans certains secteurs d'activité, obtenir le CIA est une obligation aujourd'hui. Maintenant, le CIA a 3 parties et le CIA est parfois considéré comme fastidieux et long pour ceux qui veulent aller un peu plus vite en obtenant une certification qui n'est peut-être pas reconnue autant que le CIA. Vous pouvez faire le Certified Specialist in Internal Audit qui n'a pas 3 examens, c'est un seul examen, mais le contenu n'est pas très différent du CIA parce qu'on parlait des normes, de la méthodologie de l'audit. Et vous avez le Certified Internal Audit Manager pour les directeurs de l'audit qui sont d'abord certifiés CCIA ou CIA, Certified Specialist in Internal Audit. Et bien entendu, dans le Certified Internal Audit Manager, le programme d'assurance qualité couvre également, on va dire, au moins 60% du programme. Et les autres éléments, c'est les éléments stratégiques pour le pilotage du département de l'audit interne. Donc, je vous invite et je vous encourage fortement à engager des programmes de certification. Ça va vous aider énormément. Et ça m'a aidé énormément. Parce que quand vous m'écoutez, vous pouvez dire que non, je ne suis pas né avec toutes les connaissances là.
Je les ai acquises dans les certifs et dans la pratique. Voilà ce que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, place à quelques questions concernant tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Et après, on va se séparer.